Oui, bonsoir, messieurs, dames. Donc, apparemment, il est 21h45, donc il était prévu que, bon, bien sûr, comme tout le monde, là, il faut que je me repose et que, bon, que je puisse reprendre des forces, étant donné que je suis à pied d'œuvre tous les matins, à partir de 6 heures. Donc, voilà, j'ai pas mal de dossiers à tripoter, à confectionner, à régler de telle manière que, bon, une fois que le dossier sera traité, donc il a toutes les chances d'aboutir, je ne dirais pas à 70%, ni à 80, ni à 90. Quand je prends un dossier, le dossier est traité à 100%, du début jusqu'à la fin. Ce qui m'a amené aujourd'hui à vouloir encore discuter sur certains sujets, c'est que pas plus tard que ce matin, une personne m'a contacté pour me demander d'authentifier un document. Il s'agit d'un document qu'il a obtenu auprès du tribunal. Donc il s'agit d'un tribunal algérien. Je ne dirai pas de quelle wilaya il s'agit, mais bon, c'est une wilaya qui fait partie de l'Est algérien. Donc en bordure de mer, bien sûr. Alors après avoir visionné quelques-unes de mes vidéos, ce monsieur a commencé à s'inquiéter et il s'est dit, bon ben, pourquoi pas? Je vais contacter la personne qui a édité cette vidéo et je vais lui poser la question et le contacter par email pour voir. Et malheureusement pour lui, après m'avoir contacté par email, donc j'ai reçu ce qu'on appelle un décret de naturalisation édité par un tribunal algérien sur lequel il est mentionné que Flen Ben Flen est naturalisé français en vertu de telle date à telle date et numéro de décret, etc. etc. Bon, bah écoutez, ça n'a pas été vraiment dur parce que vous savez, à partir du moment où on a le numéro de décret, ça tout le monde peut le faire. Il suffit de trouver une personne, disons un connaisseur, qui aille se brancher soit sur la BNF, soit sur, enfin je ne sais pas, Philae, non je sais pas, non, non Philae, je crois plutôt que c'est une recherche par patronymique ou alors par nom. Par contre, en ce qui concerne, il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez vous brancher. Il vous suffit d'inscrire le numéro de décret et vous obtenez tout de suite le nom de la personne qui a obtenu ce décret. Donc, si dans un premier temps, moi je m'appelle Mohamed, on me dit que c'est le décret de Monsieur Mohamed, et je vois qu'il y a un numéro de décret, c'est simple. Je me dirige directement sur le site de la BNF, ou alors je vais sur Légifrance, ou alors je vais, enfin il en existe plusieurs, je ne vais pas tous les énumérer. Vous inscrivez votre numéro de décret, vous avez des indications, vous les suivez, et on vous donne automatiquement le nom de la personne qui possède ce décret. Donc, via Internet, pour quelqu'un qui s'y connaît, on peut retrouver la trace en l'espace de quelques minutes. Pour un professionnel qui en a fait son travail, donc pour ce qu'on appellerait une recherche plus approfondie, pour les personnes qui ne possèdent pas de décret, qui ne possèdent pas de numéro de décret, qui n'ont pas de date de naturalisation, ça évidemment, il s'agit d'autre chose. Mais pour ceux qui possèdent déjà un numéro de décret, la recherche est vraiment très 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 facile. Donc, pour cette personne-là qui voudrait authentifier son document, il suffit de contacter, disons, un connaisseur, ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc cette personne, plutôt hier, cette personne m'a contacté, donc m'a envoyé un email. Et voilà, et comme d'habitude, il s'est avéré que, voilà, c'est un faux, tout simplement. Le décret qui en est ressorti dit que ce décret appartient à un tel, qui n'a rien à voir avec la personne qui a obtenu ce décret.
Donc, j'imagine un peu la tête du monsieur, parce qu'il avait déjà commencé à préparer un dossier de demande de CNF, lui et toute sa famille et tout. Alors vous imaginez les dérangements, les déplacements, les dépenses et tout. Et tout ça pourquoi? Pour qu'un salopard d'escroc, voilà, sans perdre une certaine somme d'argent, quitte à lui faire vendre sa maison. D'ailleurs, c'est arrivé, hein, ça je vous le dis. Une personne de Borges qui pensait vraiment avoir retrouvé son décret de naturalisation, en échange de la somme de 80 millions de centimes, et cette personne était tellement, tellement contente qu'il a confié à la même personne qui lui a vendu le décret de lui faire une demande de CNF. Alors bien sûr, l'autre, il n'en demandait pas tant, mais il en a profité. Bon, il lui dit, ok, pas de souci. Pour une demande de CNF, tu obtiendras ton CNF d'ici 1 an et demi ou 2. Donc ce sera 4 000 pour moi et 4 000 pour l'avocat. Mais c'est du garanti, hein. Et tout ça, belle forme. Alors le monsieur, avec le monsieur Mesquet, alors imaginez, il a vendu sa baraque pour pouvoir payer non seulement 160 millions pour la demande de CNF, plus 80 millions pour le décret. 1 an après, le monsieur apprend que non, ce n'était pas un vrai décret, c'était un faux papier et tout. Bon, il dépose plainte, l'autre descend au trou. L'avocat, lui, en France, on appelle ça des avocats marrons. L'avocat marron, lui, a touché ses 4 000 euros, donc il est couvert par la loi française, parce que la loi française dit que nulle obligation de résultat, c'est-à-dire vous obtenez votre CNF ou vous ne l'obtenez pas, ça c'est pas son problème. Pourquoi? Parce que c'est pas lui le ministre de la Justice. Par contre, l'autre personne s'est retrouvée au trou. Ben évidemment, cette jeune personne originaire de Borj-Barerij, vous pensez bien que ce n'est pas la seule victime. Donc c'est quand même une personne qui était sur la place pendant pratiquement une dizaine d'années. Donc il passe constamment son temps sur Facebook, Instagram, YouTube et d'autres réseaux sociaux, enfin que je ne saurais nommer parce que c'est pas trop mon truc. Et il s'avère que bon, au pire, bon, s'il a escroqué, disons, une cinquantaine de personnes, bon, le compte, c'est facile. 50 fois 80 millions, ah ben, ça fait quand même 4 milliards. Alors quand on possède 4 milliards, à supposer qu'il en ait bouffé un, il en reste 3 qu'il a mis de côté bien au chaud, avec ça il peut se payer les meilleurs avocats d'Algérie. Voilà, et puis il ne va pas rester au trou ce monsieur. Ben, la vie elle est comme ça, je sais, c'est pas juste et tout, mais bon, quand on a du fric, on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qui se passe là-dedans. Mais il y a un moyen de contrer ce genre d'individu. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être naïf à ce point-là. Bon, vous recherchez l'aventure, vous voulez partir à l'étranger, on vous a fait croire que, bon, par exemple, par rapport aux anciens militaires, jusqu'à présent, malgré les mises en garde, malgré le site de l'ONAC d'Alger, malgré le site de l'Office national des anciens combattants de France, malgré les affirmations de ce qu'on appelle du Code des pensions militaires, donc qui se trouve à La Rochelle, malgré toutes les personnes qui ont vocation à traiter ce genre de sujet, ont toujours dit que le fait d'avoir été un ancien militaire n'ouvre aucun droit particulier à la nationalité française. Comme je vous l'ai expliqué, la nationalité française est un acte volontaire. Quelle que soit l'époque où a vécu la personne, que ce soit un militaire engagé, que ce soit un soldat simple, il faut faire une demande de naturalisation. Lorsque vous faites votre demande de naturalisation, bon, c'est pas parce que vous avez fait une demande, ils vont vous accueillir à bras ouverts, ils vont dire « Ah ouais, tu veux devenir français? Ok, c'est bon, viens.
Ils vont le serrer dans leurs bras et tout, ils vont lui dire, allez tiens, c'est bon, t'es français, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut quand même pas charrier. Donc, il fait sa demande, donc il y a une enquête de moralité, il y a ce qu'on appelle un entretien individuel, enfin il y a... Voilà, donc ça dure quand même un certain temps. Donc avant d'accorder la nationalité, pour ceux qui se sont naturalisés avant 62, ça prend du temps. Ensuite, il faut demander l'avis du premier responsable, l'avis du second responsable, du troisième. Ensuite, ça monte au niveau du garde des Sceaux. Ensuite, une fois que ça atteint le garde des Sceaux, à l'époque, une fois que le garde des Sceaux a donné son avis, il fallait encore l'aval du président de la République à cette époque. Et ce n'est que lorsque le président de la République paraphe, parce que vous pensez bien que lorsqu'une personne demande la nationalité, elle n'est pas la seule. Donc il y a toute une... À l'époque, c'était les pieds noirs, c'était les colons, c'était les Italiens, les Maltais, les Espagnols, les Turcs, les Syriens, etc. etc. Donc la France leur a accordé la citoyenneté française, ce qui fait qu'en 62, donc lorsque l'Algérie est redevenue indépendante, ils ont conservé leur nationalité. Par contre, tous les anciens militaires et tous les civils qui ont travaillé pour la France, enfin qui travaillaient à l'époque sous le régime de l'indigénat, ont perdu la nationalité. Qu'il ait eu un mandat, qu'il ait été représentant, qu'il ait été chef de parti, quelle que soit sa fonction, s'il ne s'est pas naturalisé entre-temps, ou bien avoir fait une déclaration reconnaissance après l'indépendance du pays, automatiquement il est redevenu algérien. Beaucoup de gens se sont présentés à moi en me présentant des cartes d'identité qui datent d'avant le 1er janvier 63. Et ce qui m'étonne, c'est que, bon, je ne sais pas, moi, ils n'ont pas d'esprit d'analyse. Avant 1963, dites-moi, d'après vous, qui n'avait pas de carte française? Mais qu'est-ce? Toute l'Algérie possédait une carte française. Les chefs de famille avaient des cartes françaises et tout. Il y avait même des personnes qui ne possédaient pas de nom de famille, qui s'appelaient à l'époque de Boumena et compagnie, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Ahmed, Ben. Donc le jour où les Français ont voulu faire le recensement, ils s'y sont pas retrouvés avec tous ces prénoms, parce que bon, en France c'est plutôt structuré et tout, donc ils ont voulu mettre un petit peu d'ordre là-dedans, pour ne pas se retrouver avec 10 Ali Ben Mohamed. Bon, qui est le bon? On recherche Ali Ben Mohamed, mais il y en a une dizaine, qui c'est le bon? Voilà, donc, parce qu'à l'époque, les gens... voilà, ne mettaient jamais en avant le nom de leur mère, c'était toujours le nom du père. Donc allez vous y retrouver dans ce Capharnaüm. Toujours est-il que, bon, on leur a attribué des noms d'office. Bon, toi tu t'appelleras... Tu viens d'où toi? Moi je viens du Tawar. Toi tu t'appelleras Boudouawar. Et toi tu viens d'où? Ouais, toi tu fais quoi dans la vie? Ah, moi je suis fabricant de marmites. Ouais, à partir d'aujourd'hui, on va te mettre... tu t'appelleras Qu'est-ce, etc., etc. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, je sais que ça fait rire, mais il n'y a pas de quoi rire là, parce que franchement, c'est une tragédie de voir qu'il y a certains gens, mais vraiment parmi les pires malhonnêtes. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je ne plains pas un voleur qui est un voleur à la tire, par exemple. Quelqu'un qui veut se faire un peu de fric, bon, il rentre dans un magasin, il vole quelque chose, et bon, il se fait attraper, c'est un voleur. Mais imaginez une personne qui vous fait croire que vous avez droit à quelque chose qui n'existe pas et qui vous prend toute votre vie, qui vous oblige à vendre votre bien, qui n'a aucune pitié de vous, prêt à vous dépouiller. Et pourtant, cette personne n'est pas dans le besoin, c'est tout simplement un geste pour augmenter son capital. Donc voilà, moi... avant de m'endormir ce soir, je me suis dit, il faut quand même bien que je dise 2 ou 3 mots sur ce sujet. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que, bon, en faisant un petit saut sur ce qu'on appelle les éditeurs de vidéos comparables à ce que je fais, par exemple, par rapport à la nationalité,
Donc je suis en mesure de vous dire que pratiquement, je ne dirais pas 100%, non, il doit quand même bien y avoir une ou deux personnes compétentes, parce que bon, ce n'est pas parce qu'on n'est pas avocat qu'on ne connaît pas la loi, parce que bon, comme dit le vieil adage français, à force de forger, on devient forgeron. Donc automatiquement, il y en a qui apprennent ces lois par cœur, même s'ils ne les comprennent pas, et puis ils se placent devant la vidéo, ils vous débitent ça d'un trait en arabe et tout, et puis bon, ben, celui qui a compris c'est bon, celui qui n'a pas compris, la LFM, lui il s'en fiche, lui ce qu'il recherche avant tout c'est de faire un petit peu d'audimat. Donc là j'ai préféré ne pas m'exprimer en arabe, parce que bon, ouais, ça craint. Lorsque je parle en arabe, je suis obligé de me répéter, j'oublie souvent certaines phrases et tout. Là, par contre, je parle beaucoup plus naturellement, donc voilà. Cette vidéo, elle a juste pour vocation, par exemple, juste pour vocation, disons, à vous avertir, à vous dire faites attention à vous, faites gaffe. Si vous avez un souhait quelconque, vous souhaitez faire une recherche, que ce soit pour une recherche de décret par exemple, jamais, depuis que je fais ce métier, une recherche de décret n'a dépassé la somme de 50 euros. Et encore, quand je dis 50 euros, c'est quand vous vous adressez à une personne qui sort de son bureau pour aller à la bibliothèque, vous faire une petite recherche, automatiquement, cette personne-là va demander à être payée pour son déplacement. C'est tout. C'est pas la mer à boire. Il y a ceux qui possèdent les bases de données, il y a ceux qui possèdent ce qu'on appelle des contacts au niveau de Pierrefitte ou alors au niveau de Nantes, qui les appellent directement par téléphone pour obtenir ces infos directement par téléphone et qui peuvent répondre, mais en aucun cas, ça ne dépasse pas le cap des 20-30 euros. Alors quand je vois des gens sur YouTube ou alors sur Facebook qui émettent de fausses infos en leur disant écoutez, nous sommes des spécialistes des décrets de naturalisation, oui, les anciens combattants ont tous droit à la nationalité et nous sommes en mesure de vous apporter ceci, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Bon, tout ça c'est du blablabla. Moi ce que je veux c'est des références. Ce monsieur-là, je veux qu'il me montre son diplôme. Je veux savoir où est-ce qu'il a étudié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même en Algérie, lorsque vous vous présentez dans un cabinet d'avocat, qu'est-ce que la première chose que vous voyez, c'est quoi? C'est sa plaque. Trouvez son nom, son prénom, son numéro de téléphone, agréé ou non auprès de la Cour suprême, et tout à fait en dessous, issu de telle ou telle université. Vous allez vérifier au niveau des impôts, vous allez vérifier au niveau du barreau, oui, ok, c'est bon, ce monsieur il existe, il a vraiment fait des études. Mais quand quelqu'un directement vient sur le net, se proclame, voilà, c'est moi le prophète, il faut le croire sur parole, non? Donnez-moi des preuves que vous êtes la personne qui prétend être ce qu'elle est. Parce que, ce que je sais, en France, il y a ce qu'on appelle un référencement de toutes les personnes qui travaillent dans la magistrature. Il suffit de... Ils ont un moteur de recherche, vous marquez le nom, le prénom, c'est bon. Alors j'ai quand même enregistré une dizaine de noms et prénoms par rapport à ces personnes qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Je leur ai quand même donné le bénéfice du doute. Je me suis dit, bon, ben, je vais quand même faire une petite recherche, je vais voir. Peut-être que c'est peut-être moi qui suis parano, on ne sait jamais. Rien. Rien, c'est le néant total. Absolument rien. Bon, au niveau algérien, il n'y a rien non plus. Comment se fait-il que les gens l'appellent Ousted? Ousted, c'est grave, hein, pour appeler quelqu'un Ousted, il faut quand même qu'il ait un niveau universitaire, qu'il ait fait des études pendant 4 ou 5 ans, il faut qu'il ait un peu de pratique et tout, etc. etc. Donc, voilà, ce sont des gens qui vous proposent de vous aider disons, à gérer des situations qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. J'ai eu affaire une fois à une Constantinoise
dont la mère est née en France et qui a essuyé un refus de CNF. Bon, elle m'appelle, elle me dit voilà, je suis vraiment désespéré, ça fait des années que je galère, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? La première chose, je lui ai dit mais c'est pas normal, si votre maman est née en France, voilà, vous n'avez pas besoin de possession d'État, vous n'avez pas besoin de ceci et tout, votre maman, elle est, du fait qu'elle soit née en France après le 1er janvier 63, elle est automatiquement française. Sauf si durant sa minorité, le père en question a demandé à être libéré des liens d'allégeance, là c'est différent. Là, automatiquement, bien sûr. Mais étant donné que sa maman n'a pas eu ce problème, qu'elle est française, qu'elle a tous ses papiers français, sauf qu'elle réside en Algérie, mais en tant que française. Donc sa fille a essayé d'obtenir son CNF, elle a essuyé un refus. Et quel refus? Par rapport à l'article 47. Alors de fil en aiguille, elle rencontre un monsieur, mais je ne vous dis pas, quand elle parlait de lui, on aurait dit qu'elle parlait je ne sais pas moi, de Jésus-Christ ou de je ne sais pas qui. Je me suis dit, oulala, qui c'est ce monsieur? Alors elle me donne son nom, ben, je ne le connaissais pas. Elle me dit, voilà, c'est ce qu'on appelle un prestataire de service, il a ses entrées au pôle de la nationalité, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Je lui fais, bon, bah alors, si vous connaissez ce monsieur, donc vous n'avez pas besoin de mes services. Elle me dit, non, c'est que je lui ai confié mon dossier, et puis depuis ce jour-là, c'est radio silence. Ah bon? Et voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais que vous a proposé ce monsieur? Ce monsieur m'a dit qu'il connaissait un avocat algérien et que pour la somme de 15 millions de centimes, ce monsieur serait en mesure, disons, de lui gérer l'article 47. Il connaît le procureur, c'est son ami intime, etc., etc. Je lui dis, mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Bon, automatiquement, bien sûr, elle s'est mise en relation avec moi, donc, comme j'avais une petite astuce, je garde toujours un petit truc pour moi-même, donc j'ai décidé quand même de dévoiler mes petits secrets. Je lui ai dit, bon, est-ce que ça vous dirait de tenter un coup? Donc vous allez faire ça, 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 ça. Elle me dit, ok, pas de souci. Donc elle se rend à la mairie, elle va voir le préposé au guichet, et elle lui demande, monsieur, s'il vous plaît, voilà, je souhaiterais obtenir la photocopie de mon acte de naissance original tiré du registre, à Constantine. Évidemment, le guichetier lui a répondu méchamment, mais non, ouais, l'Algérie, ah ouais, tout est interdit là, tout, 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 tout. Alors quand vous voyez des gens comme ça qui se plaignent du gouvernement, mais ils sont pires que le gouvernement. Franchement, j'en revenais pas. Elle me rappelle au téléphone, elle m'a dit, j'ai eu une petite idée, ben, je lui dis, bah, écoute, c'est simple, tu vas retourner le voir, tu vas lui dire qu'il y a un monsieur qui veut lui parler. Voilà, et puis tout simplement, mais la chose que je voudrais te dire, c'est que quand tu le verras, il ne faudra pas me parler en arabe, il faut me parler en français. Elle me dit ok. Elle se représente au guichet, elle appelle le guichetier et elle lui passe son téléphone. À l'autre bout du téléphone, bien sûr, c'est moi. Donc, dès que j'ai entendu le monsieur parler, bon, bien sûr, il m'a dit allô, allô, oui, qui est à l'appareil? Évidemment, donc j'ai plus ou moins adouci ma voix, et puis je lui ai fait bonjour monsieur, consulat général de France à la BAD, donc voilà, c'est au sujet de cette demoiselle, nous vous l'avons envoyée car nous avons besoin de l'extrait de. Subhanallah. Vous croyez qu'il m'a laissé terminer ma phrase? Il m'a carrément coupé la parole et c'est lui qui parlait à ma place et qui me disait oui, oui, monsieur, pas de problème, monsieur, oui, 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 on va lui faire ça tout de suite. Paf, et puis il coupe. Bien sûr, la demoiselle m'a rappelé, elle m'a dit voilà. Bien sûr, je l'ai prévenu, je lui dis écoute, bon, je t'ai rendu service, mais quand tu sortiras de la mairie, si le monsieur essaye te court après, il essaye de, disons, te demander des renseignements
par rapport à moi, tu n'auras qu'à lui dire que je suis le copain de ton frangin. Comme ça, toi, tu ne me connais pas. Et une demi-heure plus tard, la demoiselle me rappelle. Elle me dit, Subhanallah, comment ça se fait? Comment tu savais que le monsieur allait sortir de la mairie, qu'il allait me rejoindre à l'extérieur et tout? Je lui fais, bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, eh ben, j'ai rien dit, il m'a dit, voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, Rani Moujoud, pas de problème, Rani Hana, ou بغيت نسقسيك برك السيدة داك اللي هضر معايا في التليفون شكون؟ قالت له, écoute, je sais pas, moi je peux pas te dire qui c'est, hein, c'est le copain de mon frère. على بالكم باللي كي هضرت معاه, non seulement خش البلدية, il a pris le registre et il en a fait une photocopie claire et nette, avec le cachet valable uniquement à l'étranger. Alors voilà, il a suffi d'un simple coup de téléphone pour régler ce litige, alors que la personne en question à qui appartient un acte de naissance, et c'est un droit, parce que ce droit existe depuis 2016 dans la législation algérienne, mais là il y a des résistances bureaucratiques qui font que, en récupérant son acte de naissance, elle s'est aperçue, originale hein, du registre, celui qui est délivré via l'ordinateur, il est mentionné que sa mère est née en France, pas de souci. Par contre, sur le registre qui est inscrit en arabe, le registre original, ils ont inscrit que sa mère est née à Annaba. Il ne faut pas charrier. Alors, soit elle est née en France, soit elle est née à Annaba. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du pôle de la nationalité, ils sont toujours destinataires des copies des registres. Alors, à partir du moment où il reçoit la copie du registre, il reçoit votre acte de naissance, celui qui a été délivré par la mairie. Ils font la différence. S'ils sont exactement conformes, vous obtiendrez votre CNF, il n'y a pas de problème. Mais s'ils voient qu'il y a du tch, ils vont vous le rejeter. Bon, et puis ils ne vont pas vous dire, voilà, on rejette votre dossier parce que ceci, parce que cela, etc., etc. Ils s'en fichent. Ils vous disent article 47 et puis vous vous débrouillez. Voilà, donc c'est ce genre de choses que ne connaissent pas la plupart de ceux qui prétendent faire du juridique. Et encore là, ce que je viens de vous dire, bon, pour d'autres c'est peut-être un secret, mais il n'y a pas que ça, hein, vous savez. Pour régulariser un dossier de CNF, il y a encore 1001 autres subtilités que seul un ancien baroudeur connaît. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait comment fonctionne l'Algérie et qui sait comment fonctionne la France, cette personne, si vous prenez attache avec cette personne-là, vous aurez toutes les chances d'obtenir gain de cause. Par contre, si vous prenez contact avec un avocat français, l'avocat français n'a pas vocation à se déplacer en Algérie pour aller régler vos chinoiseries à la mairie ou au tribunal algérien. Ça, c'est à vous de le faire. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous prenez un avocat, vous lui refilez du fric, 2000 ou 3000 euros, ensuite l'avocat vous demande de faire le travail à sa place. C'est à vous de galérer et c'est à vous de comprendre ce qu'il veut. Parce qu'il ne va pas vous orienter, il ne va pas ni vous orienter, ni vous guider, il va tout simplement dire la constitution du dossier comprend, donc il me faut votre acte de naissance EC7 original avec la traduction, et voilà, et puis je m'occupe du reste. Mais en faisant ça, il ne réglera pas le problème. Donc voilà, franchement, c'est une catastrophe. Alors, par rapport à ça, donc le sujet de la vidéo de ce soir, c'était simplement pour dénoncer les magouilles qui se passent en Algérie au détriment de gens de bonne foi. Donc j'ai remarqué qu'il y avait quand même des milliers de gens actuellement en Algérie qui galèrent par rapport à l'article 47, par rapport à l'article 33, par rapport à l'article du juillet 1962, qui galèrent, ils n'ont pas fini de galérer tant qu'ils ne se seront pas mis dans la tête qu'il s'agit d'un travail de professionnel qui n'a rien à voir avec les vautours du bled, qui sont là uniquement pour abuser de leur bonne foi. Ils s'en sortiront jamais.
Sinon, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui font des demandes de CNF depuis les années 95? Oui, oui, je dis bien 95. J'ai reçu une personne qui n'arrivait pas à obtenir son CNF alors que son père, c'est un harki, avec déclaration recognitive, s'il vous plaît. Et ce monsieur, depuis les années 95, tente de faire sa demande de CNF. D'ailleurs, il s'est rendu en France à plusieurs reprises. Ils ont essayé de lui cacher le fait que son père l'avait déclaré. Il a fallu qu'il engage un avocat en France pour récupérer la déclaration de son père sur lequel était mentionné qu'il avait déclaré son fils. Ensuite, ils lui ont fait des histoires par rapport à l'acte de mariage, parce que l'acte de mariage, à l'époque, donc, c'était un mariage coutumier, alors qu'il existe une loi qui dit, ça c'est une loi française, que les mariages coutumiers sont valables. Ce que le pôle de la nationalité réfutera. Par contre, en confiant un dossier de CNF à une personne qui est au courant, à ce qu'on appelle un professionnel, qui sait que le mariage coutumier est valable. Donc automatiquement, lorsqu'il fera la demande de CNF, vu tel article, vu tel article, vu tel article, composition du dossier, avec la liste, ce qu'on appelle comme on le ferait pour un bordereau d'envoi, lorsque vous déposez un dossier pour une demande de livret foncier, par exemple, ou alors automatiquement vous avez un petit bordereau sur lequel vous inscrivez la liste des pièces que vous allez fournir. Une fois que le dossier est bien ficelé, que vous avez une première liste, une seconde liste que vous gardez à votre niveau, parce que lorsque vous envoyez un dossier, il faut toujours avoir un double, ce que 99% des gens d'ici ne font pas. Alors vous avez déjà ça. Une fois que le dossier atterrit au niveau du pôle, bon, si d'emblée il leur vient à l'idée de vous dire non, vous devez nous remettre l'acte de mariage, c'est obligatoire, vous leur sortez cette loi. Loi numéro alinéa CADA qui dit que le mariage coutumier est valable et fait office d'acte de mariage. Donc vous n'avez pas à me dire, voilà, vous n'avez pas à interpréter les lois comme bon vous semble. Alors pour celui qui connaît ça, il n'aura pas de souci. Par contre, pour quelqu'un qui fait une simple demande, comme il m'est arrivé de voir une autre personne qui voulait demander l'aide juridictionnelle. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un écrivain public. Salam alaikum, oui, c'est pourquoi. Moussaada Qadaiya. Ah ouais, pas de problème, tfaddal riyah. Alors, une lettre bidon, comme le font la plupart des écrivains. J'ai l'honneur de vous demander d'avoir l'obligeance de bien vouloir. Bon, ça c'est la formule type du bled. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait une demande, mais bon, eux ils le font tous comme ça, ils ont pris l'habitude. Et vous savez, à force de... Quand on apprend des trucs à l'envers, au bout d'un certain temps, ils s'en rendent même pas compte. Ils se disent, ah oui, mon français il est excellent. Et je suis, voilà, un arf Herman Victor Hugo. Enfin. De bien vouloir, je souhaiterais faire une demande d'aide juridictionnelle. Il envoie la lettre. Un an après, le bureau d'aide juridictionnelle lui répond. Monsieur, nous vous informons qu'il existe un formulaire dédié à ce type de demande et nous vous demandons de bien vouloir le télécharger. Ça, c'est l'une des réponses type. Parfois, lorsque la demande tombe sur un type de bonne humeur, bon, parfois on leur envoie des formulaires. Voilà le formulaire qu'il aurait pu obtenir en 5 minutes. Non, il faut qu'il envoie une lettre au niveau du tribunal d'aide juridictionnelle de Paris, puis il faut attendre un an. Une fois que la lettre arrive, bien sûr, il complète le formulaire. Bon, il y a une petite liste, mais cette liste, c'est une liste exhaustive. Qu'est-ce que ça veut dire exhaustive? C'est-à-dire, c'est une liste type. Et il est bien spécifié en dessous. Cette liste est exhaustive, ce qui n'empêchera pas le bureau d'aide juridictionnelle de vous demander des pièces complémentaires, le cas échéant. Alors, vous envoyez encore une deuxième lettre, avec le petit dossier qui a été préparé par l'écrivain public.
Boum, 6 mois. 6 mois après, on vous envoie une demande de pièces complémentaires. Bon, il se présente, moi je tombe c'est quoi ça? Ah, hé, hé, روح نطلبوا عليك la fiche de paye ومنا ما كان حتى مشكل جيب برك. Bon, déjà l'écrivain, lui, il sera fait 3 lettres. 3 lettres à raison de 2000 ou 3000 dinars la lettre. Ouais, c'est bon, une barre. Mais l'écrivain public, il n'en a rien à foutre de ta gueule. Lui, pour lui, l'essentiel, عنده فايدة كي يكتب لك 3 براوات خير من ما يدير لك برية. C'est comme ça qu'il voit les choses. Le reste que tu obtiennes ton aide, ils s'en contrefichent. Finalement, vu la médiocrité de son écriture, vu la médiocrité des documents qui ont été envoyés sans avoir au préalable été régularisés, vu la lenteur de la demande, au bout de 2 ans, vous vous retrouvez avec dossier caduc. Pourquoi? Vous ne remplissez pas les conditions, tout simplement. Quand on vous dit que vous ne remplissez pas les conditions, c'est que vous pouvez considérer votre dossier comme un torchon bon à jeter à la poubelle. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, pour faire ce genre de demande, ce n'est pas ce qu'on appelle une demande qui est à la portée du premier venu. Et ce qui m'a surtout choqué en Algérie, c'est que bon, l'ambiance locale fait que, ici en Algérie, un homme qui est c'est pas croyable. On n'est quand même pas défaitiste à ce point-là. Il faut quand même savoir que le temps, c'est de l'argent. Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui arrivent à obtenir l'aide juridictionnelle totale en l'espace de 4 mois, alors que d'autres personnes, des ayants droit bien sûr, galèrent pendant 1 an, 1 an et demi, et si toutefois on lui accorde l'aide humanitaire, c'est un miracle. Il y en a peut-être 1 sur 100 qui l'obtiendra. S'il ne fait pas l'objet d'un refus de ce qu'on appelle d'un refus de déclaration. Parce que ceux qui sont touchés par l'article 30-3, une fois que leur affaire passe au niveau du tribunal, s'ils n'ont pas prouvé leur possession d'État français, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un jugement qui dit que, ayant constaté que vous n'avez pas la possession d'État de français, vous avez dépassé le délai légal des 50 ans, donc vous n'êtes pas autorisé à prouver votre nationalité française. Voilà de quoi il s'agit. Et si en face, il n'y a pas ce qu'on appelle un avocat retors qui puisse répliquer lorsque le tribunal ou le procureur de la République avance un article de loi, en face, il faut qu'il y ait un avocat qui puisse contre-attaquer en avançant une loi qui abroge la loi avec laquelle ils veulent vous refuser le CNF. C'est ça le boulot. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, là, vous êtes blindé, donc ils ne peuvent plus vous toucher. Bon, les gens ne veulent pas comprendre ça. Et comme on dit, moi je vous parle enfin de mon cas personnel, je ne dis pas que je suis un crack, je ne dis pas que je suis un champion, mais vu le travail que j'ai effectué, j'estime que j'ai la capacité, beaucoup mieux qu'un avocat français, beaucoup mieux qu'un escroc algérien, à gérer ce type d'affaires entre la France et l'Algérie. Disons que je suis ce qu'on appelle une personne polyvalente, ce qu'on appelle un défenseur des droits. Pourquoi? Je me déplace sur le terrain, je téléphone, je rouspète. Des fois, on m'envoie ce qu'on appelle des mandats de représentation. La personne habite à l'étranger, elle ne peut pas se déplacer en Algérie, donc je me présente avec une procuration bonne et due forme. Et lorsque je vais à la mairie, je vous dis, moi, ils n'ont pas intérêt à me dire « Memnour ». Ça, je lui dirais « Memnour » pour tes copains, pas pour moi, parce que bon, moi je lui sors toutes les lois algériennes. Je lui dis « Dites donc là, regardez, lisez ça. C'est votre boulot ?» Non, non. Et puis, ce qui est bien, ce qu'on appelle la clé magique. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je m'adresse à l'administration dans ma propre langue arabe, on ne me donne aucune importance. Il suffit que j'émette le moindre petit son dans la langue de Molière
Puis tout d'un coup, c'est oui, monsieur, vous venez d'où? Vous avez besoin de quoi? Etc. etc. Mais je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'أنا نعرف أنا إنسان بغل كي يكون بغل يكون بغل في بلاده ويكون بغل في الخارج. بس quelqu'un بغل مع خوه et dès qu'il voit un étranger, il devient plus civilisé que tous les civilisés du monde. Ça veut dire pour moi qu'il le fait exprès. Donc tous ceux qui viennent me raconter, me dire Allah ghalb alayh, non, il n'y a pas de la ghalb. Ça ne devrait pas arriver ça. Allah ghalb alayh شكون؟ الإنسان اللي يمشي المشية معوجة هنا في الجزائر. Une fois qu'il met les pieds à l'étranger ويكمل يمشي المشية معوجة, ah oui, هذاك الله غالب عليه. Mais une personne, il gît là, il bombe, puis dès qu'il arrive de l'autre côté, il devient civilisé. Sans qu'il n'ait jamais mis les pieds là-bas, c'est la première fois. Même chez Tartin, ça y est, c'est bon. Il devient poli, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, ça veut dire qu'il le fait exprès. Donc, non, il n'y a pas d'excuse pour ça. Donc, pour résumer le tout, j'ai voulu me défouler un petit peu, là. Donc, ça, c'est une vidéo hors sujet. Parce que je n'ai personne à qui parler, là. Je me sentais un petit peu seul. Donc, je serai présent ici au Bled jusqu'au mois de... Je pense, hein, Inch'Allah, je serai présent jusqu'au 6 mars, très exactement, 2021. Là, j'ai deux emails qui sont fonctionnels, l'un pour moi, l'autre pour ma collaboratrice, mais bon, j'ai accès aux deux emails, donc il n'y a pas de souci. Que vous envoyez vos messages sur le premier ou sur le second, donc je pourrai les lire. S'il y a des gens qui se sont fait escroquer ou alors qui pensent avoir été escroqués, s'il y a des gens qui ont obtenu des documents d'une manière ou d'une autre, qui cherchent à authentifier leurs documents, je suis là pour les aider. S'il y a des gens vraiment, enfin, mais qui sont vraiment démunis, qui souhaitent obtenir la nationalité française, mais qui ne peuvent pas faire face, qui ont un souci financier important, éventuellement, après étude, peut-être que, bon, vous savez, parce que je ne pourrais pas rendre service à tout le monde, mais il m'arrive de temps en temps de prendre un ou deux dossiers gratuitement. Fisabilillah, juste histoire de leur donner un coup de main. Parce qu'il est malheureux de constater qu'il y a des familles de 5, 6, 7 personnes, ils font leur demande de CNF en même temps, et dans cette famille-là, il arrive parfois qu'il y en ait 2 ou 3 qui arrivent à obtenir leur CNF, et d'autres de voir leur demande rejetée. Alors pour ceux qui ont obtenu leur CNF, je ne vois pas où est leur bénéfice. Une fois qu'ils ont obtenu leur papier, dès qu'ils arrivent en France, ils font la sourde oreille. Alors qu'il s'agit de sa sœur, il s'agit de son frangin, il s'agit de son enfant. Comment voulez-vous que la société puisse fonctionner normalement dans ces conditions? Ces gens-là qui veulent s'expatrier parce qu'ils en ont marre du système, ils en ont marre de ce qui se passe au bled, mais eux-mêmes font exactement la même chose. Comme disait votre ancien directeur général de la police en Algérie, il a dit une phrase qui est devenue, je ne dirais pas mondialement connue, mais bon, si c'est connu en Algérie, nous aussi en France, on en a entendu parler. Lorsque le général Hamel a dit « Ceux qui veulent combattre la corruption doivent eux-mêmes ne pas être corrompus ». D'ailleurs, il l'a dit, puis il a payé ça de son poste. Donc, sous-entendu, il parlait de Bouteflika et consorts. Donc ça ne leur a pas plu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, dégage. Donc voilà, il ne faut pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. J'ai remarqué aussi qu'ils n'arrêtent pas de critiquer les émigrés. C'est faux, des rires. Moi je vous prendrai des gens qui sont nés en France, qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie, qui ont toujours vécu en France, qui ont fait leurs études en France, qui ont été éduqués en France. En général, avec ce genre de personnes, vous n'aurez aucun souci. Quelles sont les personnes jalouses qui essayeront de vous convaincre que la France, la France, la France, ce sont justement ces mêmes créfins qui étaient au bled auparavant,
Ils sont partis en France, ils se sont installés, mais dès qu'ils voient un de leurs compatriotes algériens qui cherche à le rejoindre en France, automatiquement c'est bon. Ah, خويا والله غير نتوما في الجزائر راكم في الجنة. هنا والله غير ça va pas. Chômage, الخدمة ما كاينش. C'est quoi cette hypocrisie? Donc il faut faire la différence entre ceux qui ont vécu en Algérie, qui ont une mentalité algérienne, qui se sont déplacés en France, qui ont réussi à s'installer en France. Ah, ce qu'on appelle les émigrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté leur pays. Et ceux qui sont nés en France, ce ne sont pas des immigrés puisqu'ils sont nés en France. Allez voir dans le dictionnaire la définition du mot émigré. C'est quitter un pays pour aller s'installer dans un autre pays. Par contre, une personne qui est née dans ce pays, on n'appelle pas ça un émigré. Donc voilà, là, il mélange un petit peu tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc il y a eu une chose qui fait que l'Algérien n'aime pas l'Algérien. Là où vous allez, dès que vous parlez avec une personne, vous lui dites, ouais, voilà, moi j'aimerais bien aller à l'étranger, mais ça je ne veux pas aller là où il y a des Arabes. Et c'est quoi ce complexe-là? Ça ne veut rien dire. Vous pouvez très bien être heureux en France et puis partir aux États-Unis et vous faire descendre par un gang. Hein. Vous savez, les États-Unis, c'est. À chaque homme, c'est. Voilà, je ne veux pas, disons, dire un gros mot, mais les États-Unis, c'est pas la belle vie là-bas. Il ne faut pas croire ce que vous voyez sur Hollywood, sur les écrans de télé et tout. Pour l'Angleterre, c'est pareil. Hein. Dans l'Angleterre, ils sont noyés par les Pakistanais, par les Hindous, par les. Bon. Des fois, il m'arrive de tomber sur des jeunes, ils me disent Ah, mais on dit même des français, on aime l'anglais. Comment est-ce que vous pouvez dire ça avant d'y avoir goûté? C'est comme si je vous présentais deux plats. D'apparence, ils sont bons, vous ne les avez jamais goûtés, je vous demande d'y goûter. Une fois que vous avez goûté, vous pouvez choisir le plat qui vous plaît le mieux. Vous faites référence à vos compatriotes de l'étranger. Si nous avons beaucoup de nos compatriotes en France, c'est parce que nous avons été colonisés par la France, c'est parce que le français est notre seconde langue en Algérie, et que nos attaches familiales sont en France, que c'est en France que nous avons le plus de facilité d'intégration, que c'est en France que nous avons le plus de facilité, disons, pour trouver un travail, etc., etc., etc. Donc, voilà, il faut faire la part des choses. Et pour revenir à notre sujet, donc je dirais que tous les candidats, toutes les personnes qui souhaiteraient s'installer à l'étranger, qui pensent, disons, avoir un droit particulier par rapport au certificat de nationalité française, oui, d'accord, mais avant de démarrer toute procédure, il faut quand même qu'il y ait une vérification à la base. Sinon, c'est la porte ouverte à une sacrée désillusion. Et encore, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais bon, des gens qui recherchent leur nationalité depuis 2010, 2015, 2016, 2018, je vois des commentaires idiots du genre كاش واحد دار recours gracieux ودا في عام 2018. C'est n'importe quoi ça. Donc, pour terminer, pour terminer mon blablabla, moi c'était surtout parce que je me sentais un petit peu seul, j'étais un petit peu énervé par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est que, أول حاجة, il ne faut plus jamais acheter de décrets. Les décrets ne se vendent pas. Les décrets sont disponibles sur les sites internet, ils sont disponibles en CD-ROM, ils sont disponibles via, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez prendre contact avec des gens que vous connaissez personnellement, qui peuvent se déplacer au niveau des bibliothèques, ça ne va rien vous coûter, c'est gratuit, et même si vous deviez sortir un peu d'argent de votre poche, ça ne dépassera jamais le cap des 50 €, comme à l'exemple de cette femme. C'est une vieille de Bougie qui s'est fait escroquer par le plus grand arnaqueur de tous les temps. Elle lui a demandé de faire une recherche, et comme c'est une femme analphabète, elle pensait retrouver un décret de naturalisation
plaisir à ses enfants, elle est tombée sur ce salopard qui lui a réclamé la petite somme modique de 2500 euros, s'il vous plaît. Et 3 mois après, il lui a répondu, comme ça, du tac au tac, un malgainache, un makash, ou lèche. Ah, c'est un vrai salopard, ce mec. Donc là, pour le moment, au bled, bon, je sais que je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux vous promettre une chose. J'ai déjà une liste en poche. Pour le moment, je suis toujours ici, mais à partir de mars, avril, dès que je remets pied l'après en France, je m'assurerai, je vais transmettre cette liste à qui de droit, en leur expliquant ce qui se passe, que s'il y a trop de monde au niveau du pôle de la nationalité, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et il faut savoir qu'il y a actuellement ce qu'on appelle une convention entre les polices et entre les tribunaux franco-algériens qui fonctionne. Pour le moment, ça n'a pas été actionné parce que personne n'a eu l'idée d'aller en France et voilà, et puis de dénoncer ce genre de trafic, mais moi je vais le faire. Je vais le faire, donc je vais leur dire voilà ce qui se passe, voici les infos qu'on donne. S'il le faut, je saisirai Facebook, je saisirai YouTube, parce que YouTube n'a pas vocation à être un site de désinformation. Pour celui qui veut faire de la désinformation, il y aura le dark web, ou il y aura le deep web. Il aura téléchargé Tor, ou il s'installe là-bas, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle des navigateurs pour escrocs en puissance. Encore faudrait-il qu'il ait ce qu'on appelle l'intelligence et surtout l'intellect. Il faut quand même que ce soit quelqu'un qui ait fait un minimum d'études pour pouvoir gérer le navigateur Tor, qui puisse lui permettre, disons, c'est un navigateur sur lequel on vend des armes, on vend du cannabis, de la drogue, vous trouvez de tout. C'est ce qu'on appelle la partie cachée de l'Internet, parce qu'il ne faut pas croire, vous savez, Internet actuellement, ce que nous voyons sur Internet, ça représente environ 10%. Et tout ce qui est illégal et trafic, ça c'est caché, vous ne le voyez pas, mais ça représente quand même 90% du trafic d'Internet. Alors voilà, Inch'Allah, j'espère que cette année va bien démarrer pour vous. J'espère que nous en aurons bientôt fini avec cette pandémie. Une pandémie qui a été fabriquée, ça c'est mon avis personnel, pour faire travailler les laboratoires de l'étranger. Et que, ben voilà, nous sommes censés être un pays musulman, donc quand vous voyez un type qui fait la prière et tout, qui va à la mosquée, et puis voilà, il vous sourit comme ça, et puis dès que vous tournez le dos, il vous plante un couteau dans le dos, c'est pas gentil ça. Ça franchement, si c'était l'islam tabek, un mec comme celui-là, on va pas se contenter de lui couper les deux mains, c'est la tête qui part. Mais bon, là il s'agit simplement de ma vie personnelle, donc je viens quand même de me rendre compte que ah ouais, ça fait quand même 54 minutes, donc là que je suis en train de débiter, je ne dirais pas des bêtises, non, il y a beaucoup de vérité dans ce que je dis. Et si ça pouvait inspirer quelques personnes, s'il y a des personnes par exemple qui voudraient me contacter éventuellement, disons, pour m'apporter leur expérience dans ce genre de domaine, on pourrait échanger nos idées, on pourrait discuter ensemble et tout, pour mettre fin à ce genre d'escroquerie en ligne. Oui, oui, ben, je ne suis pas contre cette idée. Le fait de créer, même s'il le faut, de créer une page Facebook spécialement destinée à lutter contre ce genre de ce qu'on appelle de brigandage organisé, ce genre de gangstérisme. Alors, voilà ce qu'on appelle du gangstérisme, je ne sais plus comment dire, mais bon, qui spécule sur la misère des gens pour les enfoncer encore plus dans la boue. Voilà. Alors, je reste à votre disposition. Donc, mon email est disponible sur toutes mes vidéos. Il est disponible aussi sur YouTube. Bon, bien sûr, mon numéro de téléphone, je ne le confie qu'aux personnes qui me confient leur dossier. Voilà, pour ne pas être dérangé continuellement.
Mais sachez une chose, c'est que je resterai toujours actif à 80% pour faire mon travail et 20% de mon temps de libre sera consacré à lutter contre ce phénomène de traîtrise au CNF. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne nuit.